Le Premier ministre indien Narendra Modi s'est de son côté déclaré attristé. Avec le roi Abdallah, nous avons perdu une voix importante qui a marqué son pays d'un impact durable, a affirmé le Premier ministre indien Narendra Modi, toujours cité par Libération. Le hebdomadaire français Le Point également consacre un article sur l'Arabie Saoudite, mais sous un angle plutôt économique. Selon Le Point, avec le décès du roi Abdallah d'Arabie Saoudite, le pétrole rebondit sur les marchés internationaux. En effet, selon Le Point, les cours du pétrole ont rebondi vendredi après l'annonce de la mort du roi d'Arabie Saoudite, premier exportateur mondial d'or noir, qui ouvre une période d'incertitude quant à la politique pétrolière du royaume. Le baril de light crude, pour livraison en mars, apprécié de 0,99$ ou 2,09% à 47,30$ à 2h30 GMT dans les échanges électroniques en Asie, après être monté de 3,1% à New York. Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison à la même échéance, monté de 1,01$ ou 2,08% à 49,53$, avec un écart de 2,2$ par rapport au WTI contre 1,04$ le 16 janvier. Malgré ce sursaut, les cours du pétrole erratiques depuis le début de l'année sont en repli de plus de 3% cette semaine. Mesdames, Messieurs, nous quittons maintenant l'Arabie Saoudite et le décès du roi pour revenir au quotidien L'Orient le Jour, d'expression française, le quotidien libanais, qui évoque la situation au Yémen. Le Yémen, qui, je vous rappelle, est voisin de l'Arabie Saoudite et qui est aussi peuplé que ce pays, que l'Arabie Saoudite. Le Yémen a plongé dans un chaos politique total hier soir après la démission du gouvernement suivie de celle du président. Le gouvernement yéménite, nommé il y a moins de 3 mois, a présenté sa démission au président Abdel Mansour Hadi. Le porte-parole de l'exécutif a qualifié cette décision d'irrévocable. Dans sa lettre de démission, le Premier ministre Khaled Bahah a justifié sa décision par le fait qu'il veut éviter que les membres de son cabinet puissent être considérés comme responsables de ce qui se passe et de ce qui se passera désormais au Yémen. Cet ancien ministre du pétrole de 49 ans, qui avait été désigné le 13 octobre pour former le gouvernement, évoque son intention de se démarquer du président Hadi, dont il semble contester les concessions faites aux miliciens chiites. Dans la foulée, le président a démissionné, affirmant que le Yémen était arrivé dans une impasse totale. Selon une lettre dont l'AFP a obtenu une copie, mais sa décision a été rejetée par le Parlement qui a convoqué une réunion extraordinaire de ses membres aujourd'hui pour examiner la crise dans le pays, selon un haut responsable yéménite cité par L'Orient le Jour. L'Orient le Jour évoque également la situation sur le terrain où les miliciens chiites étaient toujours omniprésents autour du palais présidentiel à Sanaa qu'ils ont pris mardi en dépit d'un accord par lequel ils s'engageaient à se retirer de ce secteur de la résidence du Premier ministre. Et surtout à libérer le chef du cabinet du président Ahmed Awad Mubarak enlevé samedi. En contrepartie, le président Hadi s'était engagé mercredi à amender le projet de constitution. En outre, l'accord prévoyait que les Houthis chiites ainsi que le mouvement sudiste et les autres factions politiques privées de représentation équitable dans les institutions d'État ont désormais le droit d'être nommés dans ces institutions. En dépit de ces concessions de taille, aucun retrait des Houthis n'a été signalé dans la capitale et le chef du cabinet du président n'a pas encore été libéré. Écrit encore le journal d'expression française L'Orient le Jour, édité au Liban. L'hebdomadaire de gauche, l'hebdomadaire français de gauche, le Nouvel Observateur, lui, nous rappelle la situation en Irak et en Syrie dans ces termes. L'Irak a réclamé jeudi davantage d'armes à la communauté internationale afin de combattre l'État islamique de Daesh au cours d'une réunion à Londres de la coalition mise sur pied contre l'Islam. L'Irak a besoin d'armes et la communauté internationale a la capacité de fournir les armes dont il a besoin.
a déclaré le Premier ministre irakien Haïdar el-Abadi dans une conférence de presse aux côtés du secrétaire d'État américain John Kerry et de son homologue britannique Philip Hammond. Bagdad, dont le budget dépend à plus de 90% de l'or noir, a été durement touché par la brutale chute des cours du brut qui sont tombés d'environ 60% depuis le début de l'attaque de Daesh mi-juin. Cela a été catastrophique pour l'Irak, a reconnu M. Abadi devant la presse. Nous ne voudrions pas assister à une défaite militaire en raison de problèmes budgétaires et fiscaux, a-t-il mis en garde, toujours cité par le Nouvel Observateur. John Kerry, affirme le Nouvel Obs, a insisté sur le fait que l'EU n'était pas simplement un problème syrien-irakien, mais un problème mondial à l'issue de la réunion d'une vingtaine de pays de la coalition internationale contre l'EU qui est coprésidée avec son homologue britannique. Par contre, il n'a pas beaucoup insisté auprès d'Ankara pour qu'Ankara puisse agir contre Daesh situé à sa frontière. Nous rappelons que la Turquie voit d'un mauvais œil l'usage de la base d'Incelik en Anatolie orientale pour le départ d'avions de l'OTAN, qui adhère d'ailleurs, pour le départ d'avions de l'OTAN dans des attaques contre des frappes aériennes contre les positions de Daesh, de l'État islamiste en Syrie et en Irak. Il y a 2 semaines, 3 djihadistes avaient perpétré des attaques en Europe. Et une semaine plus tard, une opération anti-djihadiste a été menée en Belgique pour déjouer un attentat imminent, écrit encore le Nouvel Observateur, dans une allusion claire et nette à l'affaire de Charlie Hebdo. Quelques pages plus tard, le Nouvel Obs, lui, évoque encore la situation en Ukraine. Selon l'hebdomadaire, l'armée ukrainienne a essuyé jeudi un très sérieux revers avec la perte de l'aéroport de Donetsk au moment où les signes d'une reprise à grande échelle du combat avec les rebelles indépendantistes russophones se multiplient avec un bilan de moins 44 morts en 24 heures, le plus meurtrier depuis septembre. Le Nouvel Obs nous rappelle que depuis le début du conflit en avril, dans la foulée de l'annexion de la péninsule de Crimée par la Russie et du réveil des indépendantismes russophones dans l'est du pays, plus de 5000 personnes ont péri dans les combats entre soldats ukrainiens et indépendantistes, selon le SCE. Mesdames, Messieurs, avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de notre édition d'aujourd'hui de la revue de la presse étrangère. Merci de votre attention et excellente suite de programmes sur Mail International.